Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'avoir, on va parler un peu fort, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous d'être là aussi nombreux. On dit tout de suite que c'est de la poésie ce soir. Hein. Non, vous le saviez. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, ouais. François-Marie ne veut pas admettre qu'il y a toujours plus de mots que de la poésie. Ici, Putain, à chaque fois, j'ai bien sûr. Voilà. Donc bonsoir à tous et merci d'être là parmi nous ce soir pour cette dernière rencontre avant Noël. Et donc avec un cousin du Père Noël qui s'appelle Patrick Varetz. On est très très heureux de recevoir Patrick Varetz. Vous vous en souvenez, il était apparu il y a quelques années avec un roman qui s'appelait Jusqu'au bonheur, qui était un drôle d'objet, difficile à décrire, difficile à résumer, mais absolument passionnant à lire. Et ensuite un livre plus facile, lui, peut-être d'accès, qui s'appelait Bas Monde, et qui aurait pu s'appeler aussi Jusqu'au bonheur. Le jeu était assez étonnant. 2 romans publiés par POL, et aujourd'hui un livre qui est un recueil de 1000 poèmes qui s'appelle Premier 1000. Des poèmes comme une vie un peu en éclats, sur des sujets très différents, des formes qui se ressemblent assez, des enjambements parfois un peu particuliers, mais une lecture idem, hein, quelque chose de très très agréable à lire. Voilà, alors il y en a un peut-être par lequel je vais commencer, et je les remercie tous d'ailleurs, plusieurs invités de Patrick qui vont chacun lire des extraits de ce livre. Voilà, merci à tous ceux-là. Les mots, les phrases se brisent pour tendre à la fluidité. Il ne reste rien, sinon pas grand-chose de ton existence. Tu poses des mots par-dessus le vide. Tu tires prétexte d'être publié pour ne rien voir. Tu te réfugies dans les livres, incapable de les classer ou d'en faire le tri. Vraiment, on se demande comment tu fais pour aligner tes pensées et suffisamment te rassembler pour écrire. Pour aligner tes pensées, c'est le titre du poème. Peut-être que pour en parler, il n'y avait personne plus titré que Dominique Kellen, que je remercie immensément. Il y avait personne. Il est aussi qualifié que toi. Donc c'est Dominique qui va parler, qui va s'entretenir avec l'Afrique. Merci à tous encore une fois. C'est vraiment impressionnant pour ce livre. Je vais commencer par une petite séquence. Ça va mettre les lunettes. Qui es-tu pour parler? Maintenant qui parle? Qui pour écorcher les cordes, les mots? Qui pour danser sur leur visage, éreinter leur souffle? Qui pour leur arracher des cris de renoncement, d'espoir? Qui pour mâcher ce qu'ils mâchent, figer leur sourire, parler? Maintenant qui parle? Qui pour te fixer dans leurs yeux et danser, oui danser sous leurs joues? Qui pour souffler la chair ou la manger? Qui pour imiter leur lamentation? Oui, qui pour soulever le vide dans le sillage du vide? Un chant, il ne t'appartient pas, il te possède en creux, circonscrit le vide qui s'agrandit. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui pour tracer les limites et identifier le porteur de cette voix? Sans vouloir être dogmatique, c'est un chant, c'est toi qui le portes. Un autre pourrait le faire, un autre le fera, qui s'élancera depuis toi. Le chant se glisse hors de son corset, se glisse froid de colère, hors de sa colère, et se trahit. Le chant hors de lui, trahi, hors d'atteinte, bientôt évanoui, sa colère hors de lui retenue. Le chant se répand. 53 ans, un livre, un second, un premier 1000 à venir. Un chant remonte à contre-courant, un chant de colère et d'inquiétude. Surtout ne rien glisser dans le texte qui engage le présent. 53 ans, surtout ne rien dire de ce qui se joue. Un livre, un second, et après. Fouiller, retourner l'âme, le creux du cœur, utiliser les mots, le chemin sous la peau, se replier corps en creux. Les mots sont trop peu nombreux, leur colère rend l'assonance, la métaphore inutile. Tu exiges. Qui es-tu pour l'exiger? De t'enfuir en plein sommeil, de changer de lit?
Où que tu chutes, des livres s'empilent à ton chevet. Tu visites les morts jusqu'au matin. La politesse n'a rien à voir là-dedans. Qui es-tu pour exiger des douleurs qui font craindre le pire? On est dans l'ambiance. Alors je vais commencer par une question extrêmement simple et attendue, parce que François-Marie l'a rappelé, tu as commencé par des romans. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi après des romans être passé à la poésie d'une manière qui n'est pas sans poser de problème, puisque par exemple tu as eu l'avis d'un critique récemment qui considérait que Premier Mille était plus une performance de romancier que de la poésie. Parce que, bon, je ne pense pas que ce soit le cas, mais la question est intéressante. Et puis, tu arrives de parler dans tes poèmes, alors je crois que c'était dans les poèmes 200 et quelques, que tu parles de ton... Pardon, tu dis de ton style, on retiendra surtout la narration hasardeuse et la maladresse des transitions, l'orgueil abscon de Patrick Varetz. Désolé, hein, je te cite. Donc voilà, la question c'est, voilà, pourquoi la poésie? Oui, en fait, c'est marrant parce que le premier livre, enfin les premiers livres publiés sont des romans, mais si ça se trouve, j'avais écrit de la poésie bien plus tôt. Hein. Voilà, non, en fait, c'est assez bizarre. J'ai renoué avec la poésie quand j'ai signé le contrat chez POL, c'est-à-dire 1 an avant la publication de Jusqu'au bonheur. Comme si d'un seul coup, je m'autorisais, je me permettais de renouer avec la poésie. Et puis je voulais trouver en fait une pratique d'écriture quotidienne. Je voulais un projet qui puisse me permettre d'écrire tous les jours. Hein, parce que quand on écrit un roman, il faut quand même avoir, pour avancer dans un roman, il faut 4-5 heures devant soi. C'est pas quelque chose que je peux faire tous les jours. Donc la poésie, en fait, ça me permettait, on va employer un mot qui est assez impropre dans cet univers-là, c'était une sorte de training quotidien avec les mots, avec la langue. Donc c'est pour ça que je me suis embringué dans cette histoire de 1000 poèmes. Ensuite, la définition poète, romancier, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, on est nombreux à le penser. On écrit, voilà, on est des écrivains, on est des cherchants. Je pense qu'il n'y a pas à mettre les gens dans des cases. Si on doit faire une différence, le poème que tu citais, en fait, il faisait référence, lui, je parlais de narration, mais il faisait référence au premier roman qui avait été publié. S'il y a une différence entre le roman et la poésie, quand on écrit une histoire, il y a 2 principes auxquels on essaie de coller. C'est un principe de vraisemblance, hein, puisqu'on raconte une histoire avec des personnages, on peut raconter des choses complètement fantasques, complètement ahurissantes, mais il faut maintenir un principe de vraisemblance. Et la deuxième chose, c'est la temporalité. Il faut créer l'illusion du temps. Dans la poésie, on n'a pas à la fois cette obligation de vraisemblance ni de temporalité. On est effectivement beaucoup plus en prise directe avec la langue. Et en même temps aussi parce que la poésie est peut-être pour toi une forme plus ouverte qui te permet d'intégrer, encore que le roman puisse l'être, hein, Tristram Shandy, etc., qui te permettent d'intégrer, par exemple, dans certains poèmes apparaissent des personnages de tes romans. Il y a Samuel Caudron, il y a le docteur Kuslitz, etc., alors qu'il n'y a pas dans tes romans de présence des poèmes. Donc ça marche dans un sens et pas dans l'autre. Peut-être que c'est une forme aussi bien même de journal. C'est le journal de ta lecture, à un moment donné tu dis j'ai 53 ans. C'est une poésie qui est une forme extrêmement ouverte, pas dans sa forme, mais en tout cas dans son contenu. Dans son contenu, tu as employé le mot, c'est journal. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut lire comme un journal, puisque c'est une pratique quotidienne. Même si je ne suis pas dans une logique un peu oulipienne à la Jacques Jouet d'écrire un poème par jour. L'idée, c'est que j'écris tous les jours. Des fois, je peux passer 4-5 jours sur un seul poème. Des fois, j'en écris un en 10 minutes. Des fois, j'écris des séries. Et comme c'est un journal, forcément, on va retrouver dedans des gens qui me sont proches. On va retrouver dedans des personnages de romans. Je vais citer des livres que je suis en train de lire et qui m'impressionnent sur le moment. Et puis, bien sûr, toutes mes obsessions. Je crois que la matière première de ce travail, c'est le ressassement de quelques obsessions qu'on pourra peut-être, lister.
qu'on trouve dans l'index. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un index thématique, hein, entre la détestation du père, le sentiment de vacuité, et le renoncement, etc., etc. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Je voulais dire autre chose sur... Oui, tu disais que dans mes romans, il n'y avait pas de poésie. Que ça se faisait pas. En fait, pas vraiment, parce que moi, j'ai le sentiment que, par exemple, le tout dernier chapitre de Jusqu'au bonheur, qui est un chapitre très court, c'est vraiment un poème en prose, puisqu'il reprend, en fait, c'est un chapitre qui reprend la Genèse à rebours, et qui est écrit en gros avec le même champ sémantique que la Genèse, et voilà, qui a été écrit vraiment comme un poème. Donc finalement, on pourrait mettre sur le même plan que les imitations. Oui, c'est assez proche finalement dans la technique d'écriture. Sauf que ça n'est pas montré. Enfin, je veux dire, ça n'est pas déclaré dans le. Ouais, mais je sais pas, toi tu sais ça mieux que moi, mais je crois que les premiers romans étaient quand même versifiés. Oui. Voilà, et qu'au départ c'est un peu la même chose, quoi, poésie, roman, et bon, il y a la culture moderne fait qu'on a un peu scindé les deux, mais bon, pour moi c'est pas fondamental, et voilà, il y a des exigences différentes, c'est tout. Cela dit, malgré tout, quand tu abordes la poésie, tu l'abordes d'une manière qu'on pourrait trouver, disons, classique, pour aller vite. Je prends comme exemple le fait que quand tu écris des vers qui évidemment ne sont pas évidemment des vers rimés, ni des alexandrins ou je ne sais quoi, mais malgré tout tu conserves la majuscule en début de vers. Ce qui veut dire que pour toi il y a quand même une unité du vers, et qu'il ne s'agit pas simplement de retourner à la ligne, parce que ça y est, on est arrivé à peu près, que ça fait une forme à peu près égale d'un vers à l'autre. Donc il y a quand même cette, peut-être pas équivalence, mais ce rapport entre le vers et puis la poésie, ce qui dans la poésie actuelle est très très loin d'être le cas finalement. Oui, on reviendra sans doute sur cette idée de forme, mais c'est vrai que je me suis beaucoup posé, ça peut paraître peut-être un peu anecdotique pour beaucoup, mais la question de la majuscule en début de vers, oui, c'est une façon de rendre hommage à un vers un peu, on va dire, un peu ancestral, un peu traditionnel, mais en même temps, je dois le dire dans un des textes, il y a, si on devait définir un peu quelques grands principes esthétiques, il y a un refus évidemment de la rime, mais plus loin que ça, il y a un refus de tout ce qui peut être allitération ou assonance, parce que l'idée c'est justement d'éviter la petite musique, souvent de la poésie, un peu nanana, qui est souvent en fait créée avec des effets un peu de manche, d'allitération, d'assonance, et je voulais, évidemment la musique c'est très important, dans la prosodie, la musique c'est très important en poésie, mais je pense qu'on peut la trouver autrement qu'avec ce genre de mécanique ou de procédé. Ce qui veut dire qu'au vers, à la poésie, tu appliques des procédés de prose. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on écrit des phrases en prose, on est censé essayer d'éviter les assonances ou ce genre de choses pour ne pas créer justement une espèce un faux effet poétique. Mais bon. Oui, encore que certains romanciers ils vont carrément dans les littérations et voilà. Certains écrivent même de la prose rythmée, Benoît dont on parlait l'autre fois, mais bon. Alors puisque tu parles d'esthétique, j'avais repéré une phrase, enfin un poème dans lequel tu parles de l'esthétique précisément et tu dis tu ignores l'esthétique régissant ce prétendu fracas ou fatras qui meuble le creux de ton crâne. Alors justement, la question de l'esthétique m'amène à te demander justement comment et où tu te situes. Enfin, il y a une dizaine d'années, il y a Nathalie Quintane qui a écrit un article où elle séparait en gros les poètes contemporains, mais ça marche aussi pour les autres, en ceux qui sont formalistes, expérimentateurs, qu'elle appelait les monstres, et ceux qui en gros sont lyriques, et qu'elle appelait les couillons. Donc, si je puis me permettre, est-ce que tu te considères comme un monstre ou comme un couillon ? Définitivement comme un couillon. Oui, et je suis fier d'être un couillon. Non, mais c'est vrai que là, je pratique une poésie qui est lyrique, hein, c'est évident, puisque ça parle beaucoup, on en reparlera peut-être tout à l'heure, de l'âme et du cœur, même si c'est un lyrisme ou un chant désenchanté.
C'est toujours un faux débat finalement, les formalistes et les lyriques. Je ne suis pas du tout dogmatique et je déteste les dogmatiques en matière de poésie. Mais si je pouvais essayer de donner une petite définition, je crois que la poésie, c'est toujours l'art de la contrainte. Hein. C'est comment, par la contrainte, on va libérer le chant. Et donc, on ne peut pas imaginer une poésie qui soit exempte de contraintes, donc le côté très formel. Mais en ce qui me concerne, quand je pratique, hein, je ne peux pas m'arrêter simplement à l'exercice de la forme. La forme et la contrainte, ça me sert à libérer quelque chose, à libérer un chant. Mais ça ne m'empêche pas, dans mes lectures, en tant que lecteur, de lire des choses très très formelles. Voilà, enfin, c'est pas, je renvoie pas les uns et les autres dos à dos. Alors c'est intéressant cette question de la contrainte, parce que dans le livre, ce qui apparaît de manière récurrente, c'est justement ce jeu ou cette tension entre le chant et la contrainte, l'un n'existant pas sans l'autre, mais en même temps, l'un étant empêché par l'autre. Hein. Tu dis à un moment donné, qui d'autre voudrait briser son sacro-saint corset, ce corset formel que tu imposes au poème, brisé par le chant, la contrainte qu'il a lui-même, d'un numéro à l'autre, contribué à établir. C'est-à-dire que, alors, tout à l'heure tu parlais des Oulipiens pour dire que tu n'en étais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre quand même, dans le sens où les Oulipiens sont, en gros, ceux qui construisent le labyrinthe, selon leur formule, le labyrinthe dont ils essaieront eux-mêmes de sortir. Toi, tu construis toi-même la contrainte dans laquelle tu essayes de laisser se déployer ton chant. Et il me semble que c'est justement dans la tension entre les deux que ça peut se faire. Je veux dire, s'il n'y a pas de tension, le chant est une chose flasque. Oui, enfin, c'est pas propre à mon travail. Je crois que tous les gens qui font de la poésie, c'est ça. L'idée de la contrainte, les gens peuvent se demander pourquoi les contraintes, etc. Parce que justement, la contrainte, ça permet à un moment de produire une voix qui apparaît comme être une voix différente, singulière et presque autre. C'est-à-dire que si on écrit sans contrainte, on va finalement retrouver une voix qu'on connaît bien, et puis la contrainte nous amène à un moment, c'est que si je te prends à la gorge, tu vas émettre un cri, et ce cri que tu vas émettre va être très différent de la voix habituelle. Ben, c'est à peu près la même chose. Je crois que tout le monde a compris. C'est extrêmement parlant, c'est même criant. C'est criant de vérité. Je voudrais revenir sur l'idée, il y a un concept fondamental, c'est le concept du corset. En fait, quand j'ai commencé, on pourrait très bien feuilleter ce livre comme un flipbook et on verrait que petit à petit, au début, on a des vers libres, un peu à l'instinct, classique, hein, et puis petit à petit, les vers tendent à adopter la même longueur. Pas la longueur en termes de pied, hein, c'est pas de la métrique, mais vraiment au niveau visuel dans l'espace de la page. Et en fait, ce qui fait que on ne respecte pas le sens du texte pour aller à la ligne, c'est ce qu'on appelle des enjambements. Hein, et donc le corps apparaît glissé dans un corset. Alors, il y a quelqu'un qui fait ça d'une certaine façon très très bien, mais un peu différemment, c'est Lucien Suel, avec ce qu'il appelle les poèmes justifiés. Mais les poèmes justifiés de Lucien Suel, on est sur un jeu très oulipien, où pour moi la forme prédomine sur le fond, et où on essaye vraiment d'avoir exactement le même nombre de signes typographiques et d'espace à chaque vers. Là, l'idée c'est vraiment plus ou moins de coller à ça, et j'ai pris l'image du corset parce que si vous avez un problème de vertèbre, on va vous mettre un corset qui va vraiment vous maintenir le corps, mais on sentira toujours, en passant le doigt, on sentira toujours le dessin des vertèbres, et là, les poèmes, on sent bien le dessin des vertèbres aussi en fin de vers. J'ai peur qu'après m'avoir pris à la gorge, c'est très physique. Alors justement, ce corset, ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que c'est une façon de montrer dans le recueil alors je ne sais pas si c'est un désir, mais en tout cas une problématique de l'ordre ou de la maîtrise. Tu écris quelque part que quand tu écris, finalement, c'est pas que tu maîtrises, tu dis, quand tu écris, tu crois tout maîtriser, ce qui veut dire que tu ne maîtrises pas tout. De même que finalement, il y a toujours une sorte de contention du début jusqu'à la fin du volume dans cette idée d'aller absolument à ces 1000 poèmes.
tu dis quelques reprises que tu t'accroches, tu tiens absolument à arriver à ce chiffre de 1000. Donc pourquoi finalement ce caractère extrêmement, je sais pas comment dire, quasiment psychorigide dans la... Si, bah attends, j'ai traité de bouillon tout à l'heure. Dans la forme, pas la forme des poèmes, je veux dire, mais la forme même du livre. Oui, alors, l'idée que je me fais de ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ça traite quand même beaucoup de mes obsessions, et je dirais de mon chaos intérieur. Et l'enjeu, en fait, de ce travail, il est simple, c'est d'ordonner le chaos qui est en moi. Et je crois que, et donc de ranger les choses petit à petit, de les ordonner. Donc je ne suis pas un psychorigide de l'ordre, je suis même assez bordélique. C'est peut-être finalement le seul endroit ou le seul espace dans mon existence où il y a vraiment, vraiment un peu d'ordre. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié de quoi tu me parlais. Oui, la question de la maîtrise, de l'ordre et de la maîtrise. Et après Non, il y avait autre chose. Parce que tu es en train de compter sur les... Non, ce que tu as dit tout à l'heure, tu me disais autre chose. Oui, sur l'idée de croire maîtriser. Ah oui, bah après, c'est que tous les gens qui écrivent le savent. Quand on écrit, à un moment donné, on a quand même ce sentiment de... On a un rare sentiment de maîtrise, on a besoin de tout maîtriser, c'est pour ça qu'on écrit. C'est le kiff ultime, quoi. Je veux dire, on est les maîtres du monde, mais ça dure pas. D'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure, mais à un moment donné, c'est quasiment un rôle de démiurge. Hein. Tu dis, qui es-tu? C'est pas dans la série des qui es-tu que tu as lu. Hein. Qui es-tu pour torturer la syntaxe et forcer le verbe, V majuscule, à s'écouler ainsi corseté? Donc là, il y a vraiment l'idée que voilà, tu crées le monde à ta façon dans ce cadre-là. Ensuite, malheureusement, comme tu dis, ça ne dure pas. Oui, enfin tu crées le monde où en gros mais ça c'est vrai pour les romans aussi, tu te réappropries quelque chose, c'est-à-dire tu utilises une matière et puis tu la transformes, tu te la réappropries, tu la transformes. C'est ce qu'on appelle le style. Le cas par rapport à la norme. En fait. Oui, pas seulement sur la forme, c'est-à-dire sur ce que tu racontes. Comment dire, tu travestis la réalité quand même. D'accord, ça on va avoir l'occasion d'y revenir. Peut-être une dernière question et puis on va passer à une première lecture. C'était juste, bon, j'imagine que parmi vous, il y en a un certain nombre qui n'ont pas lu le livre ou pas en entier. Est-ce que tu pourrais dire deux choses justement à propos d'Étris sur la composition du volume? Est-ce qu'il y a des cycles? Parce qu'en fait là ce sont 1000 poèmes qui s'enchaînent, il n'y a pas de partie, il n'y a pas de chapitre. Est-ce qu'on peut y retrouver quand même précisément un ordre? Oui, alors c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, j'avais oublié, sur l'idée du 1000, tu me disais je m'accrochais à l'idée du 1000. En fait c'est vrai qu'au début je me suis fixé cette idée qui était un peu lointaine d'écrire 1000 poèmes, mais plus ça avançait finalement... plus ça allait, et en fait je me suis rendu compte qu'il y a deux façons de le voir, c'est soit un recueil de 1000 poèmes, soit c'est un seul poème, et de plus en plus j'ai tendance à penser, c'est le côté journal, que c'est une sorte de long poème avec des petits anneaux, hein, comme un gros verre, et que preuve en est, c'est que là je suis en train d'écrire le deuxième 1000, c'est-à-dire que, et je pense que je m'arrêterai, c'est la mort qui donnera l'arrêt de... Voilà, c'est une sorte de gros machin, en fait, j'ai l'impression d'avoir produit un gros machin, voilà, et ce qui veut dire qu'au niveau de la forme et de la construction, comme c'est un gros truc, il n'y a pas des ruptures, brutales. Les changements, ils se font lentement parce que c'est vraiment un gros organisme. Alors, il n'y a pas de volonté, de construction en soi, puisque c'est un journal. Et je prends les choses aussi comme elles arrivent. Des fois, il y a des événements un peu brutaux dans l'existence qui dictent certains poèmes. Et puis, par moments, il est arrivé l'idée de cycle. Il y a des cycles internes. Au début, le premier cycle, je crois, c'est une imitation du livre de Job, mais qui arrive de manière fragmentée dans l'ensemble. Et petit à petit, je commence à travailler des cycles, des fois d'une manière compacte, c'est-à-dire j'ai une série de 10, 15 poèmes sur une thématique. Et les imitations, on les reconnaît, les poèmes sont en italique. Alors les poèmes sont en italique. Tu veux que je dise deux mots sur les imitations? C'est un peu particulier, cette idée d'imitation. On pourrait penser que c'est de la paraphrase et c'est exactement le contraire. En fait, je me plonge en général, si on prend un texte comme le livre de Job,
C'est un ouvrage de référence pour moi, c'est la Bible dans la traduction Chouraki, que je lis vraiment non pas comme un ouvrage religieux, mais vraiment comme un ouvrage de poésie. Et je me plonge là-dedans. La traduction de Chouraki, elle est quand même un peu compliquée. Elle revient vraiment à la base du texte, elle n'est pas du tout dogmatique, ce qui fait que souvent c'est très 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 énigmatique. Donc en fait je me remplis un peu du champ sémantique, voilà, et avec les mots d'un autre, j'écris quelque chose qui m'est propre. Donc je l'ai fait avec ça, je l'ai fait avec Walt Whitman, je vous lirai un extrait tout à l'heure, je l'ai fait avec Victor Hugo, des choses comme ça, par exemple Beaux endormis, je reprends Beaux endormis, mais je suis plus dans les mots de Beaux endormis, et je raconte autre chose. Et tu décris une imitation comme un corset où se glisser, ou se retrouver sous d'autres mots, c'est mon chant, ce n'est pas ma voix. Voilà. Parce que ça décrit bien ce que c'est. J'ai mieux fait de l'écrire parce que j'écris mieux que je ne parle en général. Puisque tu dis ce n'est pas ma voix, peut-être que c'est le moment d'écouter d'autres voix, c'est-à-dire Carole et Catherine. Qui es-tu pour nous montrer l'envers du ciel, tes casquettes de lumière qui n'atteindront pas le chaos? On peut glisser entre deux mondes et tenter de lutter contre le temps. On peut s'endormir, rêver la vie soudain dépourvue d'enjeux. Qui es-tu pour nous inviter à l'intelligence, quand le froid au dehors pétrifie ta beauté et souligne l'inutilité de nos prétendues métamorphoses? Qui es-tu pour accepter que la vie se pose aussi haut, répande ses fruits et alimente leur orgueil? Qui pour éclairer le jour et stimuler leur activité? Qui pour tolérer la surface de leur blasphème et leur opposer au soir ton offrande de pluie? Qui es-tu? Qui es-tu pour poser un souffle d'air au milieu des nuées et aligner tes coupes de fruits coupées au coin des rues? Jamais le ciel traversé de toutes parts n'a été aussi proche. Qui es-tu pour encourager de telles superstitions? Qui es-tu pour tolérer ainsi qu'ils ne fassent rien d'aussi haut, qu'ils ne fassent plus bas, sinon fixer de leurs fenêtres un monde différent? Ils marchent au-dessus de nos têtes et, pour hermétiques qu'ils soient, le nombril du ciel s'ouvre sous leurs pas. Qui es-tu pour t'implanter aussi haut dans l'étroitesse de leur cœur? Sans mêler, ils prolifèrent en ton nom. Leur ville, autour de son nœud, ressemble à un ventre agité et tourné vers le ciel. Qui es-tu pour les inonder de pluie sans rien dissoudre de leur noirceur? Qui pour qu'ils oublient enfin et s'endorment confiants? Canales, du ciel, tu as posé ton ventre sur cette gigantesque table où, invisible, tu attends entouré de montagnes que leur agitation s'apaise. Qui es-tu pour engendrer le nombre qui de lui-même engendre les ténèbres? Qui, Canales, pour accorder le verbe à ceux qui, en ton nom, les vides de ton inquiétude? Alors, c'est... Cécile. Ah, vous êtes... Pas Cécile. C'était un mot à dire. Non, je n'ai pas le mot. Il n'y a pas de texte sans voix. Dostoïevski, c'est d'abord une voix qui s'échappe, s'échappe du corset des mots, du roman qui se moque, des points, des lignes, des chapitres, se fout du nombre de pages. Une seule voix d'un seul corps, d'un seul rythme, au timbre familier, une pensée stupéfiée, extra-lucide, un train impossible à arrêter. La voix de Dostoïevski, la voix de l'idiot dans le train, sa voix, rien n'est plus beau que cette voix qui fait entendre la folie du prince dans le train oublié. Du reste, les mots, mais la voix de Dostoïevski, la voix de l'idiot dans le train, sa voix, rien n'est plus beau que cette voix qui fait entendre la folie. Tout dépasse et vous vient, comme venant de vous, la gorge ouverte dénouée, le crâne mentalement fendu,
vous haletez au rythme du train, vos ongles marquent le papier, le perfore de minuscules croissants, vos yeux se ferment sur trop d'images, et malgré qu'ils se ferment, la voix refuse de se taire. C'est bien en cela qu'elle dépasse de votre lecture trop sage tout ce qui vous échappe, non russe et paysage dans vos yeux défilent au-delà des mots, vous échappe par la gorge et le crâne, et vous revient sans relâche, comme parvenant à vous, par le seul fait du prince. Alors justement, c'est intéressant que ce soit deux cycles, l'un sur le qui est-tu, c'est-à-dire sur ce pronom tu, et ensuite sur la voix, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Alors en fait, quand on lit le livre, quand on commence à le lire, on s'aperçoit que les premiers poèmes sont des poèmes injonctifs, à l'impératif, où le tu finalement te correspond, avec un aspect un peu programmatique, comme si tu t'interrogeais sur ce que tu allais faire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tu, ou aussi bien le jeu, au fur et à mesure que le livre on va avancer dans la lecture, il ne va pas toujours désigner la même personne. Alors, c'est ce qu'en littérature on appelle un énalage, le fait de passer d'un pronom comme ça à l'autre pour désigner la même personne. Quel effet tu attends que ça produise, ou qu'est-ce qui fait que simplement ce soit tournant et non pas que le même pronom désigne à chaque fois le même personnage? En fait, dans Premier Mille, le jeu est pratiquement absent, hein, sauf quelques... Presque pas. Il y a un tu. Et ce tu désigne indifféremment, me désigne ou désigne des gens dont je parle, des gens qui me sont proches ou moins proches. L'idée, c'était en fait de pouvoir, puisqu'on parlait de chant tout à l'heure, et l'idée, c'est, comment dire, si on se réfère à Walt Whitman, il y a une œuvre très célèbre qui est Les chants de moi-même. Et je ne voulais pas que ce livre soit le chant ou les chants de moi-même. Et donc je lutte vraiment contre l'hégémonie du jeu. Si on doit le ramener, le jeu, à une figure, pour moi, ce serait plutôt la figure du père. Donc une figure assez détestée. Et donc ce tu crée une porosité. Il y a un passage, le chant circule des uns vers les autres, et ça permet, je crois, autant le tu dans le roman ça fonctionne assez mal, autant là dans la poésie c'est aussi une façon d'interpeller le lecteur, et c'est une façon de l'aider à rentrer dans le texte et puis à faire siennes les préoccupations, les choses qui y sont dites. C'était un peu l'idée. Et quand le jeu d'ailleurs apparaît assez tardivement, souvent il est traité comme une personne, c'est-à-dire à la troisième personne, jeu avec une majuscule. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, le jeu, parce que sans doute je suis quelqu'un d'assez égotiste et que ça m'emmerde un peu, et j'essaie de lutter contre ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, le rapport entre le jeu et le père. Donc le tu est moins finalement une personne qu'une sorte de façon de verbaliser le chant, comme tu dis, qui inclut aussi bien le lecteur, mais ce qui est quand même un peu curieux, bah, ça se tient évidemment dans le livre, mais tu te définis quand même par le lyrisme finalement, et évidemment la personne qu'on associe au lyrisme, la personne grammaticale, c'est le jeu, ce n'est pas le tu. Donc, que faire de cette pseudo-contradiction? Je te remercie pour cette question. Non, mais je précise que, par exemple, dans le poème 350, tu dis moi, je, joie, m'tmu, m'toi, donc tout ça est quand même... Oui, il y a une sorte de... On va dire, là, on voit bien, il y a une lettre de glaise, il y a un truc de... On est presque dans la Patmo de Tarkos. On est presque dans la Patmo de Tarkos, oui, enfin, j'aurais pas cette prétention-là. Mais je reviens sur ce que tu disais. Je ne pense pas que
l'idée du lyrisme soit... Enfin, je trouve que c'est un peu restreint de dire que le chant et le chant lyrique nous ramènent au jeu. J'ai toujours l'impression, moi, que c'est... voilà, j'aime bien cette idée du chant. Je ne vais pas me comparer à ça, mais si tu lis ou tu essaies de lire... Moi, j'ai essayé, je n'ai pas réussi, mais si tu essaies de lire les cantos d'Ezra Pound, on a aussi l'impression que c'est traversé par plein de choses, par une tradition, voilà, il commence par l'Odyssée, par un chant de l'Odyssée. C'était un peu l'idée, voilà, c'est de sortir un peu de cette petite carapace et que le chant traverse. C'est pas incompatible du tout. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le tu soit... Alors, parfois le tu est celui de la mère, il est plus souvent le tien ou celui du père. Et évidemment, il y a une forte... tout à l'heure, j'avais une citation sous les yeux, je ne vais pas la retrouver, mais ça fait rien. Voilà. Rien ne change, mille après mille, tu écris toujours les mêmes choses, la violence de ton père, etc. Il y a d'autres choses après, mais c'est ça qui arrive en premier. Et ce qui est intéressant, c'est ce rapport, le statut filial ou le rapport filial qui est brouillé dans le texte. Moi, ça me fait toujours penser à cette inscription qui était retrouvée autrefois à Lille, rue Fédère, qui a disparu maintenant, hélas, de la maison Soyez, on voyait en gros Soyez père, Soyez fils, ce qui est très impressionnant parce que Soyez père on peut l'être, mais Soyez fils on n'a pas trop le choix, je veux dire, voilà. Mais ça crée cette espèce d'identité entre ces deux états, et là il y a quelque chose qui est un petit peu du même ordre. De quelle manière tu prends sur toi parfois, parfois même souvent, la voix du père. C'est pas que je prends sur moi, des fois je prends dans moi aussi. Dans moi, j'ai des citations qui vont avec. C'est-à-dire que je pense que la confusion qu'il y a entre le tu et le je, il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ce que j'écris, que ce soit dans les romans ou dans les poèmes, c'est cette idée que je puisse être habité par autre chose. Et j'ai le sentiment, mais je pense que beaucoup l'ont, j'ai l'impression d'être habité par mon père. C'est-à-dire par la violence de mon père, par l'esprit borné de mon père. Et il y a pas mal de poèmes qui parlent de ça, ou comme je suis habité par la folie de ma mère. Et en même temps, j'essaie de m'en départir, j'essaie de lutter contre ça. Comme aussi, je me sens habité par une espèce d'avorton, de petit moi rabougri, qui a une sorte de moi qui n'a jamais vraiment réussi à s'épanouir et à se développer, parce que, on va dire, justement, enserré dans le corset du père. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est très juste, mais c'est le fait qu'il y a une espèce parfois d'indifférenciation. Le fait que par toi finalement parle le père, tu le dis à de multiples reprises, par exemple, vieux, on t'arrachera les dents et l'on remplira ta bouche des prothèses de ton père, tu parleras avec ces mots. Ou bien mort, il continuera à parler par ta bouche. Donc là c'est tout à fait finement parlant, mais il y a quand même des phrases qui sont beaucoup plus troublantes sur ce que le tu que tu es, puisque tu es rarement un jeu dans le texte, ce tu finalement peut devenir quasiment féminin. Il y a des représentations du corps dans le volume qui sont tout à fait fantasmatiques, qui sont assez curieuses. Et par exemple, tu parles de... alors je vais retrouver le poème parce que là je cite juste un extrait, ça ne va pas aller. Mais dans le poème 234, moi je vais le lire, il n'est pas très long. Dans le métro, deux petites arabes te font cadeau d'un rêve. La première à la seconde raconte une histoire de malade. Alors évidemment tu rapportes ce sont les paroles de la fillette, hein, mais quand même. Ma mère accouche sur mes genoux avec tous les détails. Le bébé c'est moi, je coupe le cordon relié de son vagin au mien. Et dans le fait que tu reprennes comme ça des paroles que tu entends, si tu les reprends, c'est donc que forcément quelque chose là-dedans te touche. Il me semble que parfois, il y a une indifférenciation entre ce qui est de l'ordre du père ou de la mère, ou parfois de la mère ou toi. J'avais noté aussi, bon là aussi je ne vais pas les retrouver, mais un poème dans lequel il y a un tu. En fait, quand on commence le poème, on croit que ce tu c'est toi. Et en fait, quand le poème avance, on s'aperçoit que non, ce tu c'est ta mère qui essaye d'imiter les mouvements de la vie, etc. etc. Et finalement, ce n'est pas seulement une indifférenciation filiale, mais également
sexuel ou générique ou quelque chose comme ça. Oui, je crois qu'on a affaire à un être, c'est bien le mot, indifférencié. Et il y a quand même un thème récurrent dans ce bouquin, c'est la vacuité. Donc on a peut-être un personnage qui se sent exempt de personnalité, exempt d'intérêt, et qui a besoin pour exister d'emprunter tour à tour tel ou tel contenu, telle ou telle chair. Et telle ou telle forme aussi. Tu dis à un moment... Oui, pardon, oui, telle ou telle forme. Oui. Tu dis à un moment donné, la forme pleine, bon, il s'agit des poèmes qui ont une forme plus ou moins carrée, la forme pleine évoque la vacuité de la pensée. Donc finalement, c'est une façon aussi par la forme de, dis-tu ailleurs, de donner de l'importance à ce qui n'en possède pas, le sens comme il peut se coule contraint dans le corset des strophes. Effectivement, en même temps, il y a cette espèce de prolifération, mais qui est fondée sur une vacuité. Alors, sur la vacuité ou sur la peur, enfin, je crois que j'ai une obsession comme ça, une peur panique de la vacuité ou de ma propre vacuité. Donc, quand j'écris effectivement tous ces poèmes, à un moment, je peux aussi me demander si c'est pas pour masquer une sorte de vide abyssal. Voilà. Et non seulement enfin, peut-être de masquer ce vide, ce que finalement ce que font beaucoup de gens qui écrivent, mais peut-être, là encore, il y a quelque chose qui est souvent très très ambigu dans ce que tu écris. C'est le fait qu'un poème peut dire autre chose que ce qu'il a l'air de dire, ou un poème peut dire autre chose que ce que toi, tu semblerais vouloir dire. Je parlais tout à l'heure des rapports avec le père. Il est évident que dans tout le livre, tu ne cesses de parler de sa violence, enfin bon, ça semble être une espèce de réquisitoire contre lui, et pourtant on trouve, c'est ton père ici que tu honores. Ou bien encore, tu ne prends pas à cœur de glorifier son nom, c'est pourtant ce que tu fais. Alors, là aussi, comment est-ce qu'on peut sortir de cette curieuse pensée dialectique ? La seule façon d'en sortir, ça va être de l'épuiser à un moment donné, c'est-à-dire que j'espère bien ne pas écrire toute ma vie des bouquins sur le père, et qu'à un moment j'aurai épuisé cette matière, que je me la serais réappropriée complètement. Et que peut-être la voix qui sera la tienne sera vraiment la tienne à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est la difficulté de trouver sa voix. Parce que, effectivement, c'est ce qui te semble, et c'est ce qui est, je pense, essentiel. Tout à l'heure, Cécile a lu le poème concernant Dostoïevski. Il n'y a pas de texte sans voix. Dostoïevski, c'est d'abord une voix. Alors, c'est un romancier, mais peu importe. Là, effectivement, il n'y a pas de différence entre la poésie et le roman. Non. La littérature, c'est d'abord une voix. La littérature, enfin, il y a plusieurs options. Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure, mais l'idée, quand on écrit, c'est bien à un moment donné, quand on y met un peu d'orgueil, d'émettre une voix singulière. Voilà. Et quand on lit Dostoïevski, on entend une voix très particulière. Quand on lit Whitman, on entend une voix un peu particulière. Et quand on se plaît à ce genre de choses, on se dit, moi aussi, j'ai envie à un moment donné, si j'écris, j'écris pas pour raconter forcément des belles histoires, j'écris pas forcément pour faire des choses un peu harmonieuses et jolies, j'écris surtout pour émettre une voix très particulière et très singulière. Voilà, après, c'est pour ça que je suis pas très dogmatique en poésie et que j'aime des choses très différentes. J'aime bien en fait les auteurs dès lors que j'arrive à identifier une voix particulière, peu importe après le registre dans lequel elle s'exprime. Et j'ai l'impression beaucoup qui écrivent cherchent à un moment émettre une voix. Et du reste, dans l'écriture elle-même, c'est souvent l'image de la... Enfin, non pas de la main, mais de la bouche, en fait, qui apparaît. Tu dis à un moment donné, écrire est une plaie, bon, ce qui... On peut prendre ça au sens premier, c'est-à-dire écrire, ce n'est pas une partie de plaisir, mais tu dis ensuite, si ta bouche est une plaie, alors ta salive laisse échapper le sang du verre, etc. Donc cette plaie que la bouche est, c'est la plaie de la bouche, en fait. Que la poésie, est, c'est la plaie de la bouche. Donc il y a toujours cette idée d'oraliser, même si ce que tu écris n'est pas, au sens propre, je dirais, une poésie de performance. Il y a quand même cette idée que... ou en tout cas que toi tu l'entends. On va toujours revenir à l'image du père, c'est-à-dire que je me suis construit à l'inverse de ce qu'est mon père. Mon père est quelqu'un qui est dénué de paroles et dénué de verbes, qui n'a pas de bouche, qui n'a pas de lèvres, et qui... Voilà. Et donc, tout l'enjeu de mon existence, c'est d'accéder au verbe, d'accéder à la parole. Voilà. Donc je ne parle que de ça, je veux dire, Bamonde parle de ça.
Jusqu'au bonheur d'une manière un peu maladroite doit aussi parler de ça. Voilà, donc il y a quelques images comme ça qui sont toujours des images récurrentes. C'est le père avec peu de lèvres, avec des mains agiles et voilà et qui battent l'air et qui battent tout ce qui tombe à leur portée. Voilà, une sorte de colère sans mots. Et l'idée, c'est d'utiliser mon existence pour domestiquer la langue et le verbe. Bon, ben, on va peut-être justement passer à de nouveau quelques voix féminines, Catherine et Carole. Une terrasse sans ombre, une porte ouverte, sur la vigne, un carré de terre abandonné. La vie s'efface avant de nous effacer. Mais, allez savoir pourquoi, ce moment où nous nous retrouvons refuse par avance de céder au chaos. Qu'emporterons-nous au terme de... Pardon, c'est la connerie de ne pas faire. Qu'emporterons-nous au terme de notre excursion au pays de la vie? D'abord quelques endroits sensibles, puis l'os, puis la peau. Un fruit obscur mûrit et menace de tomber. Ton apparence décline, tu perds le goût de toi-même. Ton propre sang te lève le cœur, et ta couleur oblige les regards à se détourner. Tu te mords les lèvres sans rien savourer de ce qui t'échappe. Le diable trouble ton regard et épaissit la chair autour de tes mâchoires. Il t'a donné du ventre à défaut de t'engrosser, assombrit ta voix, rogné tes ongles et alentit tes gestes. Il a serré entre ses poings 30 ans de ta vie, jusqu'à tisser dans ton sang un voile de ténèbres. Il t'a fait ce que tu es et ce que nous sommes, c'est-à-dire des étrangers qui ont perdu tout langage. Tu as ôté cette robe blanche faite pour être portée et ôtée une seule fois. À l'autre bout de ton geste, le mal recouvrait déjà ton dos. Tu as extrait un disque de sa pochette, BBH 75. Tu t'es roulé une cigarette, trop lucide pour dormir. Et quand tu as soufflé ta fumée par le nez et par la bouche, tes cheveux avaient blanchi. Quand le jour se lève sur la place Sébastopol, mes reins se bloquent et nous soudent. Nous partageons dans un frisson la peur de notre inexpérience. Un premier silence, après mes monologues effarouchés de la nuit, nous sépare. Et voilà maintenant qu'une mauvaise fin se dessine. On te brûle la peau et l'on promet à l'automne de te cimenter les vertèbres. Dans la chaleur d'août, la morphine achève de dédramatiser ton existence. Tous, nous luttons contre le temps qui se contracte. Mais tous, nous n'avons pas la sensation du garrot autour du cou. Les souvenirs entassés dans tes cartons n'en ressortiront peut-être jamais. Il y a un temps pour faire le vide, un autre pour le contempler. Merci. Ensuite, donc, Patrice va nous lire une autre séquence. Une séquence sur le père, justement. Tant bien. Ça lui va bien. Il ne dit rien, il laisse les chiffres reconstituer son existence. 2 comptes courants, 3 livrets, autant d'assurance vie, pourquoi parler? Il t'entraîne vers la chambre et le carré de moquette sous lequel il cache 800 € en liquide. Tu le regardes qui s'agite intérieurement avec l'idée de la mort. Lui qui n'a plus de lèvres, voilà qu'il se retient d'aspirer le souffle qui lui manque. Avare, il tente de maintenir la peur hors de sa poitrine, il dit, feuilletant ses relevés de banque, « Je crois que tu auras assez d'argent pour m'enterrer. » Encombré d'un cœur qui le tracasse, il se retient de trop penser, durer. Il lui faut durer et mettre mécaniquement l'argent de côté, user son sang, pincer sa colère et tenir. Il vit sans vivre, sans geste, prolonge le mouvement. Tu te demandes bien pourquoi, s'économise. On peut donc vivre éprouvé, attaché à la seule idée de soi au milieu des indifférents. Il parle un patois que l'on ne comprend pas, refuse d'apprendre à se servir des objets. Mort, il te entrait moins,
sa carcasse concrète, ses artères calcifiées, tout ça rangé dans une boîte. Au lieu de quoi il traîne et sa peur lavée, endimanchée dans sa boîte, au lieu de quoi il attend, sans rien dire, sinon lire le rapport photocopié de l'hôpital. Ce ne sont au final que lésions coronaires, tritronculaires avec atteinte intermédiaire du tronc distal. Lésions sévères relevant un peu tard d'une prise en charge chirurgicale. Lésions nécessitant qu'on lui scie le sternum pour lui arracher et lui arrêter le cœur. Lésion irréversible, ce manque de sentiments, mais en dessin. Répulsion, ce vide qui t'affame. Lésion, cette atrophie et ce regard posé froid entre vous, cette voix interposée dissuadant les gestes qui se menaceraient de s'oublier. Irréversible lésion entre vous. Tu lui demandes s'il n'a rien à te dire. Silence. Il espère simplement que tu ne lui en veux plus, que tu as effacé le passif qui te ronge. Un petit noir lui a rafistolé le cœur pour qu'à nouveau il se crispe, témoigne de sa hargne et redémarre. La vie nous excède. Nous ignorons pourquoi le petit noir l'a remis en place, ne pouvant sur le fond rien tenter, sinon lui permettre de s'affoler à nouveau. Les métaux sols acquièrent de la valeur, car pour le reste, son cœur, son vieux cœur, renfermé, pompe sans savoir. 3 jours avant Noël, tu lui rends visite à sa demande, tu déposes entre ses mains le peu d'or et d'argent qu'il t'avait confié. Il te souhaite, loin de lui, de passer de très bonnes fêtes, car loin de lui, la parenthèse se referme. La plaie sur ton cœur se referme. Mais la vermine y reste poitrée. La chute des coups, le souvenir de tes mains, la générosité des insultes proférées, ce savant mélange de rage, de petitesse, ce blanc ébloui qui, malgré le gris, peine à s'effacer. Tout à l'heure, je citais la phrase à propos de la bouche qui est une plaie, qui laisse donc la salive échapper. Ta salive laisse échapper le sang du verbe et l'ombre sur tes lèvres, etc. Enfin, comme un avant-goût de la ténèbre te ronge, etc. Et j'avais dit, donc le verbe ici, c'est le verbe avec un V majuscule. Alors, ce qui apparaît aussi dans ton livre, de manière un peu, enfin pas curieuse dans le livre, mais je dirais curieuse dans le contexte poétique actuel, c'est finalement une présence du sacré, qui n'est pas très courante. Tu tentes ainsi, dis-tu dans tes poèmes, non sans mal de définir le sacré. Si notre cœur, dis-tu encore, n'est pas relié à la joie divine, il est relié à la douleur divine. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, en dehors du fait qu'il y a chez l'auteur lui-même ce rôle démiurgique, disons, qu'on a cité tout à l'heure, mais également un rôle, une fonction haute que tu sembles attribuer à la poésie. Oui, c'est pas que je cherche particulièrement à attribuer une fonction à la poésie, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une espèce de journal, et ce journal, il reflète un peu mes préoccupations. Et disons que je crois, comme Mircea Eliade, que l'homme est un animal religieux, et donc comme tout animal religieux, je suis traversé par un questionnement. Et donc les poèmes, certains de ces poèmes, notamment la séquence mexicaine qu'ont lu tout à l'heure Catherine et Carole, avec le Quien eres, qui es-tu? Quien eres, c'est vraiment une interrogation d'ordre métaphysique, spirituel. Qui es-tu? J'ai pas de réponse. J'espère même ne jamais en avoir. J'ai pas de certitude en l'espèce, mais évidemment, je me pose des questions. Et puis j'ai l'impression, en plus, que c'est lié à une tradition. C'est-à-dire que dans la poésie, il y a vraiment cette tradition d'interroger le ciel. Il y a une très belle anthologie sur les poètes et le ciel, justement, qui montre à travers les époques cette persistance de l'interrogation. Donc moi, je m'inscris là-dedans. Alors oui, peut-être parce qu'on a succédé à une époque qui était très matérialiste, etc. Voilà. Bon, moi, je suis habité, en tout cas, par un questionnement. J'ai vécu les 40 premières années de ma vie en pensant que j'étais tout à fait
athée et tout à fait voilà, au ras des pâquerettes. Et puis l'écriture, en fait c'est l'écriture qui m'a ramené ça en pleine figure, parce que je me suis rendu compte qu'en écrivant, je ne faisais pas la distinction entre les vivants et les morts notamment, et que je me posais ces questions-là que je ne pensais jamais devoir me poser. C'est ce que dit Daniel Sanave dans Le Don des morts, hein, la littérature, c'est ça, c'est justement cette coexistence à la fois des vivants et des morts. Et c'est vrai que dans ton livre, tu n'évites pas ce que d'autres pourraient considérer comme des lieux communs, enfin peu importe, mais qui sont substantifiques à la poésie. Par exemple, quand tu dis « Où irons-nous quand tout sera dispersé ?» il y a un aspect de vanité ou de memento mori qui est extrêmement prégnant dans nombre de poèmes. Et puis aussi, puisqu'on est dans le sacré, donc cette présence de l'âme qui intervient très souvent. Tu interroges, dis-tu, je crois que c'est vers le début, le siège de ton âme. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'évidemment, quand je lis le siège de ton âme, comme quand on dit le cœur est le siège des sentiments, j'entends aussi le siège comme un bain de siège, hein, le fondement de ton âme. Alors, je n'invente rien, parce qu'en fait, un peu plus tard, dans le 100e poème, tu écris « Des hommes pleins de force et de faiblesse s'écartent le cul jusqu'à se voir l'âme ». Donc il me semble qu'il y a quelque chose, en fait il n'y a pas de différence quand tu écris entre l'âme qui serait cette espèce de principe immatériel et le corps lui-même, à tel point que l'âme est montrée physiquement. Elle est très souvent reliée, enfin montrée comme ayant un os. Hein, en gros, ce que tu fais ici en écrivant, c'est ronger l'os de l'âme. Là, ça pourrait quasiment se définir comme ça, où tu dis l'os en creux où repose ton âme, etc. etc. Donc il y a toujours cette idée d'une espèce d'élévation, mais d'une élévation qui nous ramène au plus bas de nous, mais ça n'a rien forcément de trivial en soi, mais en ce qui nous fonde. C'est vraiment quelque chose de récurrent dans ces poèmes. C'est l'idée de l'âme et le siège de l'âme. Et je pense que c'est lié, c'est dit en dernière de couverture, c'est lié surtout au cœur ou à l'absence de cœur. Je pense que le chant qui traverse ce bouquin semble dire, voilà, le personnage, le tu, qui est souvent le jeu caché, ressent un vide au niveau du cœur. Hein. Le vide au niveau du cœur, là aussi, on peut essayer de le mettre sur le compte du père. Mais voilà, c'est un personnage qui a le sentiment de pas éprouver de véritables sentiments. Et en fait, mais c'est quelque chose que je ressens, que je vois. Et donc, il y a une sorte de vide comme ça, dans la poitrine. Et sous ce vide, il y aurait quelque chose d'un peu dur, d'une arête. Et cette arête, c'est l'âme. Voilà. Et donc, j'essaie petit à petit, sans cesse, d'essayer de définir ce qu'est cette âme. Alors l'âme, évidemment, c'est quoi? C'est même si je n'ai pas de cœur, j'ai cette chose en moi, on va dire, qui m'élève. Voilà. Qui me donne le sentiment d'échapper au bas monde et à ma basse condition. Et pourquoi le fondement? C'est marrant ce que tu dis, parce que il y a quelques années, j'ai fait une psychanalyse, et le fantasme que j'avais développé en psychanalyse, c'est que je me rentrais par le fondement, justement. Je rentrais à l'intérieur de moi, donc à la découverte, à la recherche de mon âme, mais je rentrais vraiment par le trou du cul. Hein, tu vois? Et voilà, monsieur est contorsionniste. Et aussi parce que c'était le côté aussi, la détestation du père, donc la détestation de soi-même. Et que l'enjeu de la psychanalyse, et peut-être même l'enjeu de l'écriture, c'est un moment d'apurer ces choses, c'est de nettoyer cet univers tout autour qui est rempli de matière voilà, dégueulasse, pour arriver à un moment à une certaine pureté, et pourquoi pas une certaine lumière. Quant à l'autre texte auquel tu faisais référence, avec ces hommes qui s'écartent le cul, c'est un poème en fait sur Guillaume Dustan, et là c'est ce côté vertigineux qu'on trouve chez Dustan, qu'on trouve chez Sade, etc., sous ces grands auteurs, chez Bataille, sauf que moi je prends ça, quand je lis ça, comme de la littérature, où les types font des choses qui me paraissent extrêmes. Bon, chez Dustan c'était sa vie, mais où ils sont à la recherche de quelque chose de complètement désespéré, ils plongent au plus profond d'eux-mêmes,
À la recherche de quoi? Je ne sais pas, de l'âme, justement. Et alors, il me semble que... Je cherche comment enchaîner là-dessus. En tout cas, effectivement, on est parti du lyrisme tout à l'heure, et par moment, dans le livre, il y a vraiment des élans de lyrisme qui sont... enfin, comment dire, je le dis sincèrement, enfin, qui sont vraiment très beaux. C'est des choses que tu n'évites pas, tu n'as pas non plus cette espèce... Tu parlais de la peur tout à l'heure, tu n'as pas cette peur de paraître trop élevé ou trop lyrique. Et il y a, je pense, un vers, enfin, c'est 3 vers en fait, qui résument un petit peu ce que tu as dit là. Tu dis à un moment donné, c'est le poème 591, tu jettes ton âme vers le ciel, priant le vide de quitter ton cœur. Il y a à la fois cet élan, mais un élan difficilement possible, puisqu'en fait tu pries ce que tu veux qu'il disparaisse, voilà, de bien vouloir lui-même disparaître. Donc c'est ce qui fait, je pense, une des beautés de ta poésie, c'est cette tension constante, mais encore une fois qui ne se résout jamais, enfin en tout cas pour l'instant. Voilà, on va peut-être finir avec les questions. Je vais ensuite, il y avait lecture. Alors j'avais juste une dernière chose que je voulais rajouter, c'était alors vers la fin, au poème 934, je le retrouve, tu parles d'une boîte. Alors pour ceux qui ont lu Bas Monde, la boîte, évidemment, on rappelle à tout le monde la boîte à chaussures dans laquelle tu as passé ta première nuit. Tes premières nuits, pardon. Si aujourd'hui on te mettait dans une boîte, quelle taille aurait-elle? Ce serait ridicule. C'est pas ça que je voulais commenter, mais dans le sens, il me semble que tu t'ingénies maintenant à construire des boîtes assez amples, justement, précisément, pour contenir, sans que ce soit ridicule. Voilà. Bah oui, puis ça commence à coûter cher en boîte maintenant. Ça coûte cher en boîte, forcément. Voilà, donc maintenant... on va terminer par une petite lecture. Polyphonique. Voilà. Je ne sais pas. C'est Patrice, Cécile, Carole et Catherine. Siège du vide. Et le top départ, qui c'est qui? C'est bon. Je viens de faire. Prêt 2, 3. Qui es-tu pour parler maintenant? Si parle, qui pour écorcher les cordes? Les mots qui pour danser sur leur visage, éreinter leur souffle, qui pour leur arracher des cris de renoncement, d'espoir, qui pour marcher sur l'image, figer leur sourire, parler, maintenant qui parle, qui pour te fixer dans leurs yeux et danser, oui, danser sous leurs joues, qui pour soulever la chair d'un manger, qui pour imiter leur lamentation, oui, qui pour soulever le vide dans le siège du vide. Je, de verbe et de sang, aujourd'hui 53 ans, espère ne plus cesser d'écrire jusqu'à sa mort. Je s'enivre par la bouche de sa propre existence. Je s'inspire, bat par le cœur, vomit par la voix. Je lève le chant, invite son âme de chaque atome, de chaque fragment, à se défragmenter. Je s'enivre d'apprendre à se lire, de comprendre l'origine de ses poèmes. Je s'expire à se perdre. Je, la poussée, le filtre de toute chose, se nourrit de livres et se pousse à observer le monde avec les yeux des morts. Je, le commencement, identité de la vieillesse, de l'enfer, de la perfection. Je, fusion de l'univers en expansion. Je et son mystère, debout, indivisible de son âme invisible. Séparant le pire du pire, je de chaque organe, solidaire, ennemi du vide, je malade des siens, des horreurs, des dépressions, des crises fratricides, je tendis vers l'unité, un et multiple de un, oisif pourtant dans la compassion, curieux de ce qui advient. Je qui s'ouvre la gorge et l'âme et délivre son chant, le cœur exposé, la poitrine transparente. Je, promesse de l'esprit, de l'intelligence, horizontale aux autres. Je promis à la terre, aux fourmis et aux vers. Je promis sous les lichens à la germination, à la croissance nouvelle. Je arraché à la poitrine des autres hommes. Je de ceux qui naissent et des mourants, insondable, immortel. Je solidaire de l'espèce, de ceux qui se reproduisent et des autres. Je des bavardages et des promeneurs, des suicidés. Je des coups de la colère. Je des malades.
une pierre posée à leur chevet, jeu de la faim, de la dévoration et de l'enfantement, jeu de l'acceptation, en résonance avec toute chose, jeu qui vient, jeu qui disparaît. Ce que je suis aussi, et j'ai pensé à ce moment-là, le tu, c'est aussi, dit Lévinas, je m'excuse de la référence, mais Lévinas dit, il n'y a pas de jeu dans la tradition juive, il n'y a pas de jeu, il y a d'abord tu, c'est-à-dire Dieu t'appelle, et tu ne peux pas ne pas répondre à cette voix. Et alors, du coup, évidemment, la question devient, s'il y a une question, dans le tu, donc, il y a toute cette tradition, il y a cette réponse à un appel, en somme, Dieu le Père, Dieu le Fils, mais bon, c'est juste pour savoir si ça a un écho. Oui, enfin, ce que tu dis me fait penser à ce que disait Dominique tout à l'heure, avec le côté démiurge, effectivement, de celui qui écrit. Et finalement, peut-être que l'histoire, on pourrait la résumer à ça, c'est que tout ce travail d'écriture, c'est pour passer de « je le Père » à « je le Fils », mais il y a encore un peu de boulot.